La communauté de communes de Valette a réuni pour la 4e année consécutive tous les acteurs économiques de son territoire. Entrepreneurs, artisans, commerçants, institutions, collectivités. Cette rencontre a eu lieu le vendredi 1er octobre à la société Biofournil sur le site de production du Petit Mousillon. Le thème abordé, coup de projecteur sur l'avenir de l'économie locale. Aujourd'hui, sur notre territoire, il y a environ 420 établissements qui emploient 4266 personnes. Pour une population de environ 18 000 habitants, vous voyez, ça fait quand même un ratio assez intéressant. La CCV regroupe 9 parcs d'activité représentant environ 170 hectares, dont 107 sont vendus aujourd'hui. Chaque commune possède au moins une zone artisanale et la dernière qui est en train de s'aménager est la zone des 13 vents située à la Rebriquière. La CCV a toujours eu la volonté d'aider les entreprises à venir s'installer sur notre territoire. Et pour cela, elle a construit ou réhabilité depuis 1998 11 ateliers relais, dont 6 ont été vendus. C'est le but des ateliers relais, de donner à l'instant T un coup de main à un artisan, de pouvoir venir créer et développer son entreprise. Et ensuite, si celle-ci fonctionne, bien soit d'acquérir le bâtiment ou de s'installer sur nos zones artisanales. Ces ateliers relais emploient environ 70 personnes. Nous avons aussi 2 hôtels d'entreprise. Une sur la commune de Mousillon de 600 m², située sur cette zone, la zone des 4 chemins, et une autre de 1000 m² située sur la zone des rotelières au Palais. Ces 2 infrastructures ont une capacité d'accueil de 6 entreprises. À ce jour, elles sont entièrement louées et 25 personnes y travaillent tous les jours. Cette année, malgré la crise, 5 nouvelles entreprises sont venues s'implanter sur notre territoire. C'est 162 ans que maintenant ce petit biscuit accompagne les dégustations de muscadet dans le vignoble nantais. Et c'est vrai que c'est quelque chose, on en a déjà parlé, mais quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qu'on réussisse à soutenir ce muscadet qui est quand même un excellent vin, il faut le rappeler. D'autant plus qu'actuellement avec les jeunes vignerons, ils font des efforts pour le promouvoir dans notre région ici. Avec le Rubis de la Sanguesse, on a des vins qui sont reconnus et renommés. Donc Pierre Guilbeault, qui était boulanger à Mousillon, contemporain de Jean-Romain Lefebvre, créateur du Petit Lu 2 ans auparavant, lance le Petit Mousillon suivant une recette que vient de lui confier un cherche-pain. L'hiver 1847-1848 a été très rigoureux et un mendiant, à l'article de la mort, vient frapper à la porte de Pierre Guilbeault. Généreux, celui-ci l'accueille et pendant 3 mois dans son fournil, il le soigne, le nourrit, le réconforte. Donc déjà, il y a des valeurs à ce Mousillon. Il était de tradition en ce temps-là qu'en échange du gîte et du couvert, les cherche-pains offrent leur force de travail. Or, quand le printemps fut venu, le mendiant dont l'histoire a oublié le nom, malheureusement, avant de repartir sur les chemins, confie à Pierre une recette secrète en lui disant « Tu m'as soigné, tu m'as logé, tu m'as nourri, sans rien me demander, en échange, je te donne cette recette de biscuits qui fera ta fortune. » Alors, je ne suis pas sûr que c'est cité à la virgule pointe, mais c'est ce que ça voulait dire. Et effectivement, le Petit Mousillon, il était très difficile à confectionner, mais il était si bon, si léger, si beau, avec cette forme de fleur que Pierre a voulu croire au présage. Et effectivement, ses descendants vécurent heureux en développant les ventes de ce biscuit bien au-delà du vignoble nantais, parce qu'on dit qu'il n'était même pas connu à Cholet. C'est pas vrai. Dans les archives de Clément Guilbeault, qui était le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Pierre Guilbeault, on retrouve la liste de ses distributeurs à Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon et même en Suisse ou en Belgique. C'était dans les années 20-30. Pour donner corps à cette soirée, ça va se passer très simplement en 2 temps. Un premier temps de présentation, donc on va vous expliquer en gros pourquoi et comment a été élaborée une stratégie de développement économique pour les années à venir sur le territoire de la communauté de communes. C'est pour ça que Pierre-André Perrouin et Nicole Lacoste nous ont rejoints tout de suite. Un deuxième temps qui sera un temps d'échange, qui lui-même se déroulera en 2 phases. Un temps d'échange d'abord avec 3 chefs d'entreprise qui ne seront pas là par hasard puisqu'ils ont participé au travail du comité de pilotage. Et puis un deuxième temps donc d'échange avec vous, puisque c'est vraiment l'occasion pour vous, chefs d'entreprise ce soir, d'interroger ceux qui ont travaillé sur cette stratégie, sur leur motivation, sur les choix qui ont été faits.
Voilà. Et tout ça, on va essayer de le tenir dans un temps qui est très court, qui au départ était d'1h15. On a pris un petit quart d'heure de retard, mais ça n'a rien de méchant. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec vous, Pierre-André Perloin, pour peut-être nous remettre en perspective le lancement de la démarche, parce que on peut se demander tout simplement pourquoi vous en avez lancé une réflexion sur le développement économique. À quel moment ça s'est passé? Écoutez, rappelons les faits. Mars 2008, l'élection. On reprend des choses qui avaient été actées par les équipes précédentes. En termes de développement économique, des choses avaient été prévues. Également, changement d'équipe à Valette. Un PLU en cours. Des orientations de PLU qui disent que certaines zones qui avaient été visées comme des zones économiques ne le deviendraient pas. Donc nous, développement économique, on acte ces choses-là. Et on se dit, bon, effectivement, il va falloir réfléchir d'une autre manière et travailler d'une autre façon. Puisqu'en l'occurrence, il faut savoir que nous, on travaille sur l'objet qui est mis à notre disposition par les communes à travers le PLU, tout simplement. Donc, on s'est posé la question de se dire qu'est-ce qu'on fait. Là, effectivement, il s'agit de 20 hectares. Bon. Et puis, on avance gentiment et puis, au même moment, le débat sur la fameuse liaison structurante se présente. Alors, on s'est dit, bon, effectivement, les choses risquent d'être un peu différentes. Passera à l'ouest, passera à l'est. On avait enclenché notre recherche de bureau d'études. On était prêt à bondir et on a dit, bon, on va faire un petit stand-by et on va démarrer quand on aura un peu plus, une vue un peu meilleure sur l'endroit où pourrait passer la route, parce que les choses peuvent être un peu différentes. On a attendu un tout petit peu et puis on a démarré en septembre. Et septembre 2008, la crise. Alors là, bon, là on s'est dit vraiment la stratégie de développement économique, elle est totalement opportune, il faut la faire. Donc on a trouvé, on a cherché un bureau d'études, alors on a eu beaucoup de sollicitations, et on a choisi le bureau LG Conseil, qui est dirigé par Michel Jaunet, et qui nous a accompagnés tout au long de cette année. Alors bien sûr, pour ça, on n'a pas travaillé seul, on a réuni autour de nous un certain nombre de chefs d'entreprise qui voulaient participer, donner leurs idées, et puis tout ça, ça a été surtout agrémenté d'un questionnaire qu'on a envoyé aux entreprises du secteur et qui nous ont répondu qualitativement et en quantité. Et tout ça, ça nous a permis écoutez, de cheminer pendant cette année et aujourd'hui de vous fournir le fruit de notre réflexion. Juste un petit mot sur la volonté d'associer les chefs d'entreprise à la réflexion. Est-ce qu'on peut vous demander aussi pourquoi? Parce que vous auriez très bien pu réfléchir finalement entre élus. Et qu'est-ce qui vous a décidé à associer les chefs d'entreprise à la réflexion? C'est simple, sans les chefs d'entreprise, on n'est rien. Nous, on est là uniquement pour donner des impulsions, éventuellement les solliciter pour qu'ils essayent de nous donner leurs idées, rien d'autre. Vous savez, sans chef d'entreprise, nous, on n'est rien. Ça n'existe pas, il n'y a pas de développement économique. En quoi le SCOT vous engage dans la démarche que vous avez précisément élaborée? C'est-à-dire que les projets, les orientations que vous êtes données, dont on va parler, forcément, vous avez dû les élaborer aussi à la lumière de ce que le schéma de cohérence territoriale vous guide, en ce en quoi il vous guide. Il n'y a pas d'obligation, si vous voulez, à mettre en place une stratégie de développement économique, mais il se trouve que, avec Pierre-André Perloin et puis la commission de développement économique, on a en parallèle, je crois, de l'équipe du SCOT, on se pose tous la même question. Où placer les équipements structurants? Est-ce qu'on continue à faire des zones industrielles à toutes les communes, dans toutes les communes? Est-ce qu'on prévoit des zones industrielles toutes aménagées tout de suite maintenant, et puis après on attend que les entreprises tombent? C'est pas possible, on est obligé de s'entendre. Donc les éléments, comment dirais-je, travaillés par le SCOT, occupation du territoire, économie de terrain agricole, travail avec la viticulture pour savoir où est-ce qu'on place les choses, sont tout à fait en cohérence avec le fait de dire qu'il faut d'abord faire un diagnostic. Quelles sont les forces et les faiblesses de notre territoire et comment on peut ensuite travailler avec les autres communautés de communes pour mettre en commun ce qui est intéressant, y compris des zones qui soient peut-être partagées entre plusieurs communautés de communes, et puis pour garder par devers certaines communes ou communautés de communes des choses qui sont intéressantes. Je pense en particulier à des zones artisanales qui ont besoin au cœur des communes.
Mais on a trouvé dans le SCOT des éléments qui nous sont parfaitement pertinents et tout à fait en cohérence avec la stratégie qui a été mise en place. On va donc appeler Lucette Jeunet du cabinet LJ Conseil à nous rejoindre. Pierre-André Perroin l'a dit, c'est vous qui avez accompagné la réflexion et même avant cela l'enquête qui a été proposée aux chefs d'entreprise du territoire. Vous nous expliquez comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, sur quel temps et puis comment vous avez travaillé pour l'analyse des résultats. On a mené une enquête auprès des entreprises que vous êtes pour faire en sorte de comprendre, d'analyser quelle était la perception que vous aviez du territoire et donc intégrer également les projets éventuels que vous pourriez avoir, de façon à ce que derrière, fort de cette matière, on puisse travailler au sein d'un comité de pilotage, ça a été dit, associant à la fois les élus et les chefs d'entreprise sur quelles seraient a priori les meilleures réponses à apporter au regard de cette analyse. Alors il y a toute cette matière qui vous arrive, toutes les réponses, qu'est-ce que vous en faites et comment vous travaillez ensuite? Donc on a travaillé ensemble au sein du comité de pilotage, en analysant bien évidemment les réponses des chefs d'entreprise, mais aussi en croisant avec les différentes analyses et études qui ont été menées par ailleurs, au niveau départemental, au niveau des chambres consulaires, au niveau du SCOT, et en se disant finalement, effectivement, quels sont les atouts et les contraintes de ce territoire, quels sont les risques à terme si on ne fait rien, eu égard aujourd'hui ce que mettent en avant les chefs d'entreprise, et du coup, bien évidemment, on comprend tout de suite ce qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on a vu, on a sondé les chefs d'entreprise, ils vous font part des atouts, des contraintes du territoire, de leurs projets aussi. Une fois qu'on a tout ça, comment la réflexion chemine avant d'aboutir donc aux orientations que vous allez nous présenter? On fait le tri d'abord. On imagine ce que ça implique derrière en termes d'argent, parce qu'aujourd'hui l'argent public va devenir plus rare. Donc aussi cette démarche est importante, cette stratégie de développement économique aussi peut nous amener aussi à être plus économe. Donc ça c'est un des éléments qui nous a peut-être au cours, parce que c'était pas un des éléments du début, mais c'est un des éléments qui aujourd'hui nous fait dire que ce qu'on va vous faire voir, ce que vous propose, ça a peut-être du sens. Voilà, ça veut dire aussi qu'on détermine une échelle de priorité. Nous avons commencé la réflexion sur le développement de la zone de Mosillon, tout en indiquant bien, et je crois que ça a été dit tout à l'heure, mais volontairement, qu'il y a des priorités. La priorité, c'est de pouvoir offrir aux entreprises un endroit où s'installer de façon cohérente. Et puis, il y a aussi des choses qu'il ne faut pas laisser tomber en arrière-plan, c'est-à-dire l'aménagement des zones actuelles. On a parlé de haut débit, on a parlé d'un certain nombre de choses tout à l'heure. Les priorités vont déterminer ce qu'on fait au fur et à mesure. Comme tu l'as dit, Pierre-André, on ne peut pas tout faire. J'entends bien, donc la priorité c'est bien l'extension de cette zone-ci des 4 chemins. Ça y est, on a la possibilité de faire les acquisitions foncières, on est en train de les faire, 7 hectares. C'est quand même bien. Alors pourquoi cette zone? Pourquoi est-ce que tous ensemble on s'est dit c'est cette zone? Franchement, s'il y a une liaison structurante, elle ne devrait pas passer trop loin. C'est quand même évident. D'autre part, cette zone elle a l'avantage d'être en dehors de la commune. Il n'y a pas de nuisance. Cette zone va avoir un magnifique rond-point dans quelques temps là, qui va se mettre en place. Ça y est, on a les dates. Merci au conseil général, il a trouvé quelqu'un. C'était bloqué. Ça se fera en 2 fois. Donc première partie, on est d'accord, fin d'année, c'est ça, c'est fin d'année. Et puis comme vous n'avez plus de sous, vous ferez les finitions l'année prochaine. René, je te charge. Et puis, on a aussi des possibilités sur cette zone. Il y a des entreprises qui sont en place, qui ont commencé à nous faire quelques demandes, n'est-ce pas, M. Fouché, M. Sorin, qui était par là. Donc, on a aujourd'hui pris un bureau d'études, ça y est, c'est acté, on a acté ça au dernier conseil de développement économique récemment, et on va travailler avec eux sur la redéfinition de cette zone. On va travailler sérieusement, et aussi on va essayer de faire de l'environnemental, ce qui n'était pas fait jusqu'ici. On va essayer de réfléchir aussi à des choses qui nous ont été demandées, le haut débit. Alors pour ça, on a eu une bonne conversation avec le pays, puisque bon, on s'est aperçu qu'effectivement, si on voulait parler de haut débit, c'était peut-être pas à l'échelle de la communauté de communes de Valette. Donc c'était quelque chose qui était effectivement très cohérent de travailler sur le pays. Donc là, le pays est mobilisé sur ce sujet et il va travailler.
L'idée, ce serait de mettre quoi? Un concentrateur à l'entrée de la zone et de mettre de la fibre partout, de toute façon à avoir du haut débit, ce qu'on appelle du haut débit, de telle façon que l'entreprise puisse travailler comme on doit travailler dans de bonnes conditions. Alors, vous dire que c'est gagné, c'est pas gagné, parce que derrière ça, il y a des opérateurs. Nous, on a la volonté, mais peut-être qu'aussi, si on a cette volonté, peut-être qu'aussi on saura emmener les opérateurs à une réflexion. Deuxième donc des 4 objectifs que vous êtes donnés, c'est faciliter le développement des entreprises, sous-entendu développer leur desserte. Alors sur ce point-là, Pierre-André Permoin, de quoi veut-on parler très précisément? Les routes, D'accord. et puis également les gares. Hein. Alors, vous savez qu'il y a une gare au Palais. Hein. Et c'est plus la gare du Palais, je dis bien, c'est la gare intercommunale du Palais, n'est-ce pas, cher Président? Et j'insiste. Très important, les 6 maires de la commune se sont mis d'accord pour porter un effort sur cette gare. Cette gare se situe d'abord, premièrement, très proche de notre commune sœur, qui est Monnières, hein, qui est sur l'autre commune, et on ne peut pas considérer que cette gare n'est pas non plus à leur service. 5 km de la Chapelle-Olympe. Donc cette gare, elle a un sens. D'autre part également, cette gare aussi, on veut donner une autre image. Il y avait un vieux bâtiment qui était un bâtiment qu'on appelait la halle, dans le temps, parce que j'ai été élu, moi je me suis dit, cette halle, je ne veux pas qu'on la démolisse, il y avait des projets de démolition, je me rappelle. Je dis, cette halle, moi je ne souhaite pas qu'on la démolisse, parce que cette halle, la gare serait orpheline sans cette halle. Parce que c'est vrai, quand on arrive au Palais, on voit cette halle qui est un peu délabrée, j'avoue, mais il y a aussi la gare qui est juste à côté, c'est 2 bâtiments qui vont bien ensemble. Donc, eh bien, on a cheminé et on s'est dit, ben, pourquoi pas faire une crèche ou un multi-accueil à usage des gens qui prennent le train. Notre part également, c'est d'y créer des parkings, parce que, je ne sais pas, pour ceux qui passent au Palais de temps en temps, les voitures débordent sur la rue. C'est d'y mettre aussi un accueil qui soit cohérent de la façon que demain, eh bien, des bus ou des minibus, des mini-navettes puissent être installés entre la gare du Palais, Valette et d'autres communes. Parce que de toute façon, il faudra bien que les gens puissent cheminer. Et puis également, comme il faut aussi penser aux personnes handicapées, eh bien, trouver une solution pour qu'ils puissent franchir la voie. Hein. Donc plusieurs solutions étaient envisagées. Et franchement, la meilleure solution et qui est la plus simple, c'est aujourd'hui d'y mettre un tunnel et qui passera sous les voies, donc comme ce qui est fait à la Foissière, et avec également des parkings sur l'arrière. Alors ça, c'est structurant pour le secteur aussi. Je ne pensais pas que vous commenceriez par la gare du Palais, mais je vous pose donc la question concernant l'autre projet important attendu. Enfin, j'ai l'hebdo de Sévramen, j'en fais la publicité sous les yeux. Pour rendre plus aisé le développement des entreprises, la communauté de communes soutient la réalisation de la liaison Clisson-Ancenis, projet aujourd'hui bloqué. Donc, ne nous cachons pas derrière le petit doigt, le document sur lequel vous avez travaillé, il réaffirme cette priorité de réalisation de la route, on est d'accord? Complètement. Et on soutient totalement tout ce qui a été fait dans le domaine. J'ai un moment, j'ai vu les chefs d'entreprise qui ont pris la parole pour réaffirmer effectivement qu'il y avait besoin de cette voie, qu'elle soit redessinée et re-regardée, mais que le dossier ne soit pas reste en stand-by et qu'on se dise voilà demain. Non, je pense que c'est important, c'est des éléments structurants pour le développement économique. D'ailleurs, ça ne concerne pas la commune de Valette, hein, ça concerne bien trop de communes, et je pense que ça c'est essentiel. Le troisième volet du plan stratégique, c'est l'amélioration de l'offre de services au pluriel. On ne peut pas tout décliner, et de toute façon le document, je crois, a été distribué de façon avec toute son explication exhaustive, mais peut-être s'arrêter sur un ou deux points. Je pense à l'hébergement des jeunes travailleurs. Alors qu'on ne se fasse pas de fausses idées, il ne s'agit pas de créer un foyer de jeunes travailleurs sur la communauté de communes, c'est plutôt une autre forme d'hébergement plus adaptée à la demande qu'il y a sur le territoire, c'est ça? L'ensemble du territoire suédois ne dispose pas de ce qu'on appelle un foyer de jeunes travailleurs. L'enquête a montré que pour les entreprises, le fait de pouvoir loger des jeunes, des stagiaires ou des jeunes cadres qui sont en déplacement, ou même des gens qui viennent d'arriver sur le secteur, posait un problème. On a donc lancé à l'échelle du pays une étude pour étudier ce problème et en chercher des solutions. On partirait non pas sur un foyer jeunes travailleurs tel qu'on l'imaginait il y a quelques années, c'est-à-dire un bâtiment avec 40 logements, mais ce qu'on appelle des foyers soleil, c'est-à-dire sur le territoire, une répartition
j'ai envie de dire de cellules, mais c'est pas le bon terme, une répartition de blocs de logement, voilà, qui pourrait permettre donc à des jeunes, mais c'est jusqu'à 30 ans, donc à des jeunes de répondre aux appels des entreprises tout en étant logés sur le territoire. Madame Jaunet a tout à l'heure, à juste titre, souligné qu'on manquait d'hébergements de loisirs touristiques, mais aussi d'hébergements utiles aux entreprises. Donc là, la réflexion est en cours, et normalement, nous attendons les résultats et donc la mise en place de projets on va dire fin novembre. À tout hasard, la commune de Valette a déjà réservé une possibilité, c'est-à-dire un espace pour éventuellement participer à ce projet. Alors le quatrième et dernier volet de ce plan stratégique, je vous propose de l'évoquer, pour gagner un petit peu de temps, avec les 3 chefs d'entreprise qui vont nous rejoindre. Comme ça, on va pouvoir... Il s'agit bien de synergie, donc on sera pleinement dans le sujet. Donc Jean-Jacques Vérissi, visage connu je pense, je vous présente quand même, magasin d'optique sur Valette, ancien président me semble-t-il des commerçants de Valette, président du conseil territorial du pays du vignoble nantais, donc à ma gauche. À votre gauche, Joël Ouzio, donc Lévy, directeur général d'Électro-Précision, une petite PME spécialisée dans les capteurs de température, si je ne me trompe pas, installée depuis 1998 sur une zone industrielle dont on a parlé, la zone industrielle des Doris. Patrick Lejeune, enfin, directeur des établissements Blanc-l'Œil, bien connu, entreprise de travaux publics, basée à Clisson. Alors il s'agit bien d'interterritoire, finalement basée à Clisson, mais dont la carrière principale se trouve donc sur le territoire de Valette. Sur les zones d'activité, Joël Ouzio, j'ai naturellement envie de me reporter vers vous. Les aménager, enfin étendre celles qui existent, celles-ci en particulier, aménager les autres, ça vous paraît là aussi logique et c'est aussi un besoin pour des... Alors, premièrement, c'est un besoin, et puis ce qui est très plaisant, c'est pouvoir d'insister sur le côté développement des entreprises. Parce qu'on parle, j'ai entendu beaucoup de mots accueil de nouvelles entreprises, et c'est vrai, c'est important d'accueillir les nouvelles entreprises, et c'est important aussi d'aider les entreprises à se développer. Ça a bien été pris en compte dans la stratégie de la communauté de communes. Parce que les entreprises ont souvent des délais très courts de réaction par rapport au marché. La réservation des terrains, ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il faut absolument qu'il y ait une conjoncture entre les deux de façon à ce que ça puisse évoluer rapidement. Donc c'est essentiel, et puis l'équipement, on en a parlé, le très haut débit, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de haut débit, c'est de très haut débit, c'est la fibre optique. C'est vrai que vous cliquez sur votre ordinateur, vous êtes à Shanghai, vous êtes où vous voulez, donc il faut absolument avoir des délais de réponse très vite. On n'a pas que ça à faire, à passer son temps à regarder un ordinateur qui plante. Donc c'est important. Sur la liaison structurante, on en a parlé. D'abord peut-être Jean-Jacques Vérissi, parce que j'avais mis dans ma petite revue de presse un article où, en tant que précisément que responsable du comité territorial, j'ai oublié son nom, Conseil territorial, vous aviez pris position il y a quelques semaines, où vous aviez repris position pour dire il faut relancer le dossier. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion pour vous de dire il y a une logique à ce que ce projet apparaisse aussi dans le document stratégique. Oui, il faut rappeler que cette liaison structurante, comme on l'a dit, alors tout à l'heure, Nicole Lacoste a évoqué l'importance de la liaison structurante en citant les problèmes de circulation à la Boissière, à Valette et puis à Mousillon. Quand nous sommes intervenus il y a quelques temps, j'ai eu des échos derrière où un certain nombre de personnes malheureusement avaient compris que nous prônions de réactiver de simples contournantes. Donc là, je tiens à réaffirmer ici qu'il ne s'agit pas de simples contournantes. Nicolas Lacoste a raison, il faut bien régler les problèmes de traversée de toutes ces villes, mais on va beaucoup plus loin que des problèmes de contournante. C'est vraiment tout un arc qui part d'Aigrefeuille à peu près, qui doit passer par Clisson, Valette, Ancenis. Après on repart au nord et on retourne vers le futur site de l'aéroport. Quand on parle sur notre secteur de cette liaison structurante, il faut bien se dire que la partie Aigrefeuille-Clisson, elle est actée, les terrains sont acquis et donc ça va se faire. La partie au nord, il en est de même.
La partie, on va dire, la Boissière du Loiret jusqu'à Ancenis ne pose pas de problème. Il y a même une branche qui se fait avec le Conseil général du Maine-et-Loire qui part d'Ancenis et qui redescend sur Beaupont, voire sur Cholet. Donc cette liaison structurante, il n'y a quasiment aujourd'hui que notre secteur, pour des raisons qui sont tout à fait valables et qui concernent la ligne, mais il faut bien se dire que ce serait quand même dommage que cette liaison ne puisse, enfin cette liaison qui est quand même qui est complète, hein, qui n'est pas que chez nous, ne puisse pas se faire uniquement à cause de notre territoire. Alors, Patrick Legelet, quand je pense liaison structurante et que je pense à vous, je pense camion, parce que vous avez quand même un paquet qui circule pour vous, pour une entreprise comme la vôtre aussi, c'est un projet prioritaire, important. Le projet est prioritaire et important, puisque bon, je rappelle quand même que pour qu'une entreprise fonctionne, il faut que ses salariés puissent se déplacer, venir, je dirais, à l'usine si c'est une usine, que les clients puissent venir et que les matières premières puissent arriver et les produits finis repartir. Donc une entreprise, quelle qu'elle soit, ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il y a des voies de communication, à la fois pour ses collaborateurs, ses clients et les différents produits entrants et sortants puissent venir facilement et rapidement vers les lieux de production. Je ne peux pas m'empêcher de répondre. Il y a été question de voies structurantes, il y a été question d'aménagement de la zone des 4 chemins. Alors pour la voie structurante, je crois que vous l'avez bien dit, c'est une voie structurante départementale qui va beaucoup plus loin, qui va jusqu'à Saint-Hubert pour rejoindre Chvalan et qui passe ici, rejoindre Ancenis et Nord-Sud. Pourquoi ça a été décidé? Parce que tout le réseau routier départemental est concentrique et dirige l'économie sur Nantes. Le département de Loire-Atlantique est riche, mais cette richesse est surtout nantaise, alors que la périphérie, beaucoup plus le nord que le sud d'ailleurs, souffre. Cette voie a donc pour but d'irriguer le développement. Le dossier, vous le savez, il y a un choix qui a été fait le 19 octobre dernier, envoyé au ministère. Le ministère a tenu compte plus de l'avis de la viticulture que de l'ensemble de l'économie. Je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. Vous parlez de quel ministère? L'agriculture. D'accord. Et il a émis un avis défavorable. La loi nous permet de passer outre, mais ce serait quand même courir un gros risque de faire, de voir en particulier les recours se multiplier et aboutir. Le ministère nous demandait de poursuivre des études plus à l'est. Il y a eu une concertation entre les deux départements, entre les deux présidents et les vice-présidents concernés. La réponse est claire et nette. Le choix a été fait à l'est sur la Loire-Atlantique, ça se fera à l'est sur la Loire-Atlantique. Il n'y aura pas d'études complémentaires sur le Maine-et-Loire. Par contre, il y a des études de fait pour limiter au maximum les impacts négatifs. Et vous avez vu, il y a eu des comptages de réalisés récemment, voir d'où vient le trafic, où il va, d'une part pour l'évaluer très précisément et bien situer les accès à cette voie. Alors le choix, un des choix possibles pour limiter l'impact, ce serait de faire 2 fois une voie large, avec tous les 7-8 km 2 fois 2 voies pour permettre le dépassement. Sur ces zones de dépassement, la vitesse sera 110 km/h. Sur les 2 fois une voie, ce serait limité à 90. On limite ainsi l'impact sonore et surtout on permet de contourner un peu plus les terroirs que la viticulture souhaite vraiment garder. Personnellement, je suis convaincu qu'entre Valette et Ancenis, ça peut fonctionner. Ce type de voie existe, si vous avez vu, entre Nozay et Châteaubriand. C'est un type de voie qui assure un débit très correct. Par contre, je suis très sceptique entre Valette et Buissy. Les études sont en cours. À ces études sur le trafic sont en cours aussi des études d'impact sur l'environnement.
Donc le dossier avance. Il faut que ce soit très clair et ce sera réalisé dans le cadre d'un tuyau Est sur la Loire-Atlantique. Pour la zone des 4 chemins de pendant que j'ai le micro, donc les travaux vont débuter le 18 octobre, donc il y aura en 2 temps. Il y a une réunion qui doit se programmer pour toutes les entreprises de la zone, les services techniques de la communauté de communes et ça doit se programmer avec Franck Breton du service du Conseil général. Reste à fixer la date, mais ce sera fait. Donc toutes les entreprises de la zone seront averties et tout ce que je peux assurer une chose, c'est que la desserte de la zone ne sera pas supprimée. Il y aura permanence de l'accès.